Je vais juste lire aujourd'hui, je pense. Et j'ai sorti pour ça la belle édition de Contes et légendes inachevées. Je me suis dit, on va lire l'histoire de Galadriel et Celeborn à l'intérieur. Mon accent anglais est horrible, donc je ne peux pas vous lire en anglais. Donc voilà, je vais vous lire en français dans cette belle traduction revue par Pauline Loquin. Donc en fait, c'est dans la partie qui traite du deuxième âge. Vous avez, je vous montre ici, l'histoire de Galadriel et Celeborn et de Amoroth, roi de la Lorienne. Donc c'est ça qu'on va lire ensemble. Donc, l'histoire de Galadriel et Celeborn. Dans l'histoire de la Terre du Milieu, aucun point ne pose autant de difficultés que l'histoire de Galadriel et Celeborn, et on doit admettre que de sérieuses incohérences sont ancrées dans les traditions. Ou bien prenant les choses d'un autre point de vue, il nous faut considérer que le rôle et l'importance de Galadriel n'ont émergé qu'au fur et à mesure du récit et que son histoire a subi de constants remaniements. Ainsi est-il d'emblée certain que dans la conception initiale, Galadriel devait se diriger vers l'est et franchir les montagnes seule, quittant ainsi le Beleriand avant la fin du Premier Âge et rencontrait Celeborn sur ses propres terres en Lorienne. Tout cela est dit explicitement dans des textes inédits, et la même idée sous-tend les paroles de Galadriel à Frodo dans la Fraternité de l'Anneau, livre 2, chapitre 7, lorsqu'elle dit de Celeborn « Il réside dans l'ouest depuis l'aube des jours, et j'ai vécu avec lui un nombre incalculable d'années, car j'ai traversé les montagnes avant la chute de Nargothrond et de Gondolin, et ensemble à travers les âges du monde, nous avons combattu dans la longue défaite. » Selon cette conception, Celeborn était vraisemblablement un elfe Nandorin, c'est-à-dire l'un des Teleri qui refusèrent de franchir les montagnes de brume lors du grand voyage depuis Cuiviénen. Dans l'appendice B du Seigneur des Anneaux figure d'autre part une version plus tardive de l'histoire, car on y lit qu'au commencement du Deuxième Âge, en pays Lindon, au sud du Lune, vécut un temps Celeborn, parent de Thingol. Il avait pour épouse Galadriel, la plus grande dame des elfes. Et dans les notes de The Road Goes Ever On de 1968, il est dit que Galadriel franchit les montagnes des Eredluin avec son époux Celeborn, l'un des Sindar, et s'en vint en Eregion. Dans le Silmarillion, il est question de la rencontre entre Galadriel et Celeborn ou Doriath, et la parenté de Celeborn avec Thingol, et on apprend qu'ils furent de ces Eldar qui demeurèrent en Terre du Milieu après la fin du Premier Âge. Les raisons et motifs allégués pour expliquer que Galadriel soit restée en Terre du Milieu sont très divers. Le passage cité plus haut, extrait de The Road Goes Ever On, dit explicitement « Après la défaite de Morgoth à la fin du Premier Âge, merci Keltum », interdiction lui fut faite de revenir et à cela, elle répondit fièrement qu'elle ne le souhaitait point. Rien d'aussi explicite n'apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans une lettre écrite de 1967, mon père déclare « Les exilés furent autorisés à rentrer, à l'exception de quelques meneurs de la rébellion, parmi lesquels Galadriel demeurait seule à l'époque du Seigneur des Anneaux. À l'époque de sa lamentation en Lorienne, elle croyait que cette situation serait pérenne et durerait aussi longtemps que la terre, d'où la fin de sa lamentation, qui s'achève sur le souhait ou la prière que Frodo puisse, par grâce spéciale, se voir accorder de passer un séjour purgatoire, mais pas comme punition, à Eressëa, l'île solitaire en vue d'Aman, même si pour elle ce chemin était fermé. Sa prière fut exaucée, mais l'interdit qui la concernait fut également levé, en récompense de ses services accomplis contre Sauron, et surtout pour sa résistance à la tentation de s'emparer de l'anneau lorsqu'il lui avait été proposé. Nous la voyons donc prendre la mer à la fin. Ce passage, très positif en lui-même, ne prouve pas cependant que l'idée d'une interdiction faite à Galadriel de revenir dans l'Ouest exista lorsque fut composé le chapitre intitulé « L'adieu à la Lorienne », bien des années auparavant, et j'ai tendance à penser que tel ne fut pas le cas. Dans un essai très tardif et essentiellement philologique écrit certainement après l'apparition de The Road Goes Ever On, le récit est donné sous une toute autre forme. Galadriel et son frère Finrod étaient enfants de Finarfin, le second fils d'Indis.
Finarfin était bien du sang de sa mère et d'esprit et de corps, ayant la blonde chevelure des Vanuars, leur noble et amène disposition, et leur amour pour les Valar. Tant il put, il se tint à l'écart des conflits entre ses frères et de leur éloignement à l'égard des Valar, et souvent il allait chercher l'apaisement auprès des Teleri, dont il apprit le parler. Il épousa Éarwen, la fille du roi Olwë d'Alqualondë, et ses enfants se trouvèrent de la sorte apparentés au roi Elúthingol de Doriath, en Beleriand, car il était le frère d'Olwë, et cette parenté devait peser sur leur décision de prendre part à l'exil, et elle devait se révéler très importante par la suite en Beleriand. Finrod ressemblait à son père dont il avait l'avenante contenance et les cheveux d'or, et aussi son cœur noble et généreux, bien qu'il eût le grand courage des Noldor, et dans sa jeunesse leur fougue et leur impétuosité. Et de sa mère Télérine, il avait hérité l'amour de la mer et un désir pour des terres lointaines qu'il n'avait point encore contemplées. Galadriel était la plus illustre des Noldor, à l'exception peut-être de Féanor, bien qu'elle fût plus sage que lui, et sa sagesse ne fit que croître au cours des longues années. De son nom de mère, elle s'appelait Nerwen, jeune fille homme, et elle grandit et atteignit une taille qui allait bien au-delà de celle des femmes noldorines. Elle était vigoureuse de corps et d'esprit, et aussi dans sa volonté, capable de tenir tête tant aux hommes de savoir qu'aux athlètes du peuple des Eldar au temps de leur jeunesse. Elle avait un renom de beauté, même parmi les Eldar, et on tenait sa chevelure pour une merveille à nul autre pareille, car elle était d'or comme celle de son père et de son aïeul Indis, mais plus épaisse et plus éclatante, car cet or semblait avoir été teinté des réminiscences d'argent étoilé de sa mère. Et les Eldar disaient que ses tresses avaient capturé la lumière des deux arbres, Lorelin et Telperion, et ils furent nombreux à penser que ce fut ces dires qui éveilla en Féanor l'idée d'emprisonner et de mêler la lumière des deux arbres, idée qui, entre ses mains, devait par la suite prendre la forme des Silmarils, car Féanor contemplait les cheveux de Galadriel avec joie et émerveillement. Par 3 fois, il la supplia de lui accorder une mèche, mais Galadriel se refusa à lui donner ne serait-ce qu'un cheveu, et ainsi s'installa l'inimité entre eux, qui étaient parents et les plus grands des Eldar du Valinor. Galadriel était née dans la félicité du Valinor, mais il s'écoula bien peu d'années selon le compute du royaume béni avant que cette allégresse ne soit assombrie, après quoi elle ne connut plus jamais la paix intérieure. Car durant ces temps d'épreuve, au cœur des querelles de Noldor, elle se trouva tiraillée de ci et de là. Et elle était fière et forte et volontaire, comme l'étaient tous les descendants de Finwë, sauf Finarfin. Et comme son frère Finrod, de tous ses parents, le plus proche de son cœur, elle rêvait de terres lointaines et des terres qui seraient siennes et qu'elle pourrait gouverner à sa guise sans en référer à personne. Et plus profondément encore, vivait en elle le noble et généreux esprit des Vanuars et une vénération pour les Valar qu'elle ne pouvait oublier. Dès son plus jeune âge, elle avait été dotée d'une incroyable perspicacité, lui permettant de sonder les esprits, mais elle était miséricordieuse en ses jugements et compréhensive, et ne refusait sa bienveillance à personne, sauf à Féanor, car en lui elle décelait des ténèbres qu'elle haïssait et redoutait, bien qu'elle ne se rendît point compte que l'ombre du même mal offusquait l'esprit de tous les des Noldor, et le sien aussi bien. Ainsi advint-il que lorsque disparut la lumière du Valinor, à jamais comme le croyaient les Noldor, elle se joignit à la rébellion contre les Valar qui leur ordonnaient de rester. Et une fois engagée sur le chemin de l'exil, elle refusa de revenir en arrière, mais rejeta l'ultime message des Valar et encourut la malédiction de Mandos. Merci Mike. Et coucou Alexiel, comment ça va? Et même après l'assaut impitoyable contre les Teleri et le vol de leurs navires, et bien qu'elle ait lutté furieusement contre Féanor en défense de sa famille maternelle, elle ne voulut point rebrousser chemin. Son orgueil lui interdisait de s'en retourner en vaincue quémandant son pardon. Mais à présent, elle brûlait de poursuivre Féanor de sa colère
partout où ses pas le conduiraient et de contrarier ses desseins de toutes les manières possibles. Et c'était encore l'orgueil qui la menait lorsqu'à la fin des jours anciens, après la victoire finale sur Morgoth, elle refusa le pardon que les Valar consentaient à tous ceux qui avaient combattu et demeura en terre du milieu. Ce fut seulement après 2 longs âges supplémentaires que sa sagesse parvint à maturité. Elle eut enfin à portée de main tout ce dont elle avait rêvé durant sa jeunesse, l'anneau de pouvoir et la domination de la terre du milieu. Et elle y renonça, réussissant ainsi l'ultime épreuve avant de quitter la terre du milieu pour toujours. Cette dernière phrase évoque directement la scène en Lothlórien où l'on voit Frodo offrir l'anneau unique à Galadriel. « Et voici qu'il me vient enfin, tu me donneras l'anneau de ton plein gré, en lieu et place du Seigneur sombre, tu installeras une reine. » Dans le Silmarillion, il est dit, page 74, qu'à l'époque de la rébellion des Noldor au Valinor, Galadriel était impatiente de partir. Elle ne prêta aucun serment, mais les paroles de Fëanor avaient embrasé son cœur, car elle désirait contempler les vastes terres sans défense et y régir un royaume selon son propre gré. Le présent récit comporte toutefois plusieurs éléments dont on ne trouve point de traces dans le Silmarillion. La parenté des enfants de Finarfina avec Thingol comme facteur les incitant à se joindre à la rébellion de Fëanor. La haine et méfiance singulière que Galadriel éprouve d'emblée à l'égard de Fëanor et l'effet qu'elle-même produit sur lui. Enfin, les luttes fratricides entre les Noldor à Alqualondë, à Menegroth, Angrod, un des frères de Galadriel, s'était borné à affirmer à Thingol que le massacre des Teleri n'était pas imputable aux enfants de Finarfin. On relèvera plus particulièrement dans le passage cité ici l'affirmation explicite selon laquelle Galadriel refusa le pardon des Valar à la fin du Premier Âge. Plus loin dans cet essai, il est dit que même si elle fut appelée Nerwen par sa mère et Artanis, noble dame, par son père, elle avait choisi Galadriel comme nom en Sindarin, car c'était le plus beau de tous ses noms, et il lui avait été donné par son amant Téléporno des Teleri, qu'elle devait épouser par la suite en Beleriand. Téléporno et Celeborn, auquel est attribuée ici une histoire différente, dont il sera question plus loin sur le nom même, voire l'appendice. En fait, toute la responsabilité de la guerre des Silmarils repose sur Galadriel si elle avait lâché 3 cheveux plus besoin de Silmarils. C'est un peu ça. Pourrait penser ça. C'est un peu sa faute. Un récit tout autre suggéré en filigrane, mais jamais raconté, concernant le comportement de Galadriel lors de la rébellion, figure dans une note extrêmement tardive et en partie indéchiffrable. Le dernier texte de mon père touchant Galadriel et Celeborn est probablement le dernier concernant la Terre du Milieu et le Valinor, consigné dans les tout derniers mois de sa vie. Dans cette note, il insiste sur l'envergure de l'autorité de Galadriel, déjà au Valinor, où elle était l'égale de Fëanor, bien que dotée de facultés différentes. Et on lit ici que loin de participer à la révolte de Fëanor, elle s'opposait à lui sur tous les points. Elle souhaitait bien quitter le Valinor et s'en aller vers le vaste monde de la Terre du Milieu pour y donner libre cours à ses talents, car, étant d'esprit brillant et prompte à agir, elle avait précocement absorbé tout ce qu'elle pouvait des enseignements que les Valar jugeaient bon de prodiguer aux Eldar. Et elle se sentait à l'étroit sous la tutelle d'Aman. Il semble que Manwë ait eu connaissance du désir de Galadriel et il ne lui avait pas signifié d'interdiction. Mais il ne lui avait pas non plus accordé formellement l'autorisation de partir. En réfléchissant aux possibilités, ses pensées s'étaient tournées vers les navires des Teleri, et c'est ainsi qu'elle s'en alla demeurer quelque temps au sein de sa famille maternelle à Alqualondë. Et c'est là qu'elle rencontra Celeborn, et qui, ici encore, est un prince Télérin, le petit-fils d'Olwë d'Alqualondë, et donc proche parent de Galadriel. Ensemble, ils forment le projet de construire un navire et de faire voile pour la Terre du Milieu. Ils étaient sur le point de demander aux Valar de leur accorder ce départ
lorsque Melkor s'enfuit de Valmar et revint avec Ungoliant, avec qui il anéantit la lumière des 2 arbres. Galadriel ne prit aucune part à la révolte de Fëanor qui suivit l'assombrissement du Valinor. Tout au contraire, elle se battit héroïquement aux côtés de Celeborn pour défendre Alqualondë contre l'attaque des Noldor. Et le navire de Celeborn fut préservé de leur assaut. C'est alors que, désespérant du Valinor et horrifié par la violence et la cruauté de Fëanor, Galadriel fit voile dans les ténèbres sans attendre le congé de Manwë, qui lui aurait certes pas été accordé en cette heure, quelque légitime fût son désir en soi. C'est ainsi qu'elle se vit touchée par l'interdit de tout départ, et Valinor lui fit désormais fermer. Mais elle et Celeborn parvinrent à atteindre la terre du milieu avant Fëanor, et ils naviguèrent jusqu'au havre dont Círdan était le seigneur. Celeborn. J'ai trouvé une édition du Retour des Rois de 73 dans une boîte à livres. Oh, trop cool! C'est une édition de poche? Trop bien. Donc on parle de Círdan. Et là, ils furent accueillis avec joie étant de la parenté d'Elwë, donc de Thingol. Dans les années qui suivirent, ils ne prirent pas part à la guerre contre Angband, guerre qu'ils jugeaient désespérée tant que demeurait en vigueur l'interdit des Valar, et que ces derniers se refusaient à leur porter tout secours. Et ils étaient d'avis de se retirer du Beleriand et de rassembler des forces à l'est, d'où ils craignaient que Morgoth irait puiser des renforts. En contractant amitié avec les elfes sombres et les hommes de ces régions, et en leur offrant le renseignement. Mais une telle politique n'avait aucune chance d'être acceptée par les elfes du Beleriand, et Galadriel et Celeborn s'en allèrent, franchissant les Ered Lindon avant la fin du Premier Âge. Et lorsqu'ils reçurent des Valar la permission de revenir dans l'Ouest, ils la rejetèrent. Cette histoire qui dissocie complètement Galadriel de la rébellion de Fëanor au point de lui attribuer un départ séparé avec Celeborn d'Aman, diffère considérablement de tout ce qui est dit ailleurs. Merci Viloup pour le follow, merci beaucoup, bienvenue. Bonsoir Asphaloth, merci beaucoup. Ah, c'est un plaisir de lire, franchement, je suis trop contente. En plus, ce texte-là, je l'aime beaucoup. Presse Pocket, je les ai, ils sont super mignons, je les aime bien. Il s'agit d'une version qui procède manifestement de considérations plus philosophiques qu'historiques, touchant d'une part la nature précise de la désobéissance de Galadriel au Valinor et d'autre part son statut et son pouvoir en Terre du Milieu. Que cela aurait entraîné des modifications importantes du Silmarillion est évident. Mais mon père avait très certainement l'intention d'y procéder. On notera que Galadriel n'apparaît pas dans le récit initial de la rébellion et de la fuite des Noldor, récit qui existait bien avant l'apparition de son personnage. Et aussi bien entendu que, même après son intervention dans le récit du Premier Âge, ses actions pouvaient encore être radicalement modifiées puisque le Silmarillion n'avait pas encore été publié. Toutefois, tel qu'il a été publié, le livre était composé à partir de récits achevés et je ne pouvais prendre en considération des révisions restées à l'état d'ébauche. D'autre part, Celeborn, sous les traits d'un elfe Télérine du pays d'Aman, ne cadre ni avec le Silmarillion, ni avec des extraits donnés plus haut de The Road Goes Ever On et de l'appendice B du Seigneur des Anneaux, où Celeborn est un elfe Sindarin du Beleriand. Quant à la question de savoir pourquoi s'imposait une modification aussi fondamentale de son histoire, on peut répondre qu'elle découlait de nouveaux éléments narratifs relatifs au départ de Galadriel qui, ici, quitte Aman indépendamment des rebelles Noldor. Mais Celeborn est déjà devenu un elfe Télérine dans le texte cité plus haut, où l'on voit Galadriel participer à la révolte de Fëanor et abandonner le Valinor, et où rien n'indique comment Celeborn vint en Terre du Milieu. Il est décédé trop tôt, on ne saura jamais où il aurait ramené son récit. Wow, ça c'est vrai. Très belle édition, oui, content d'être... Mais oui, elle est vraiment belle. Il a ajouté Galadriel à son légendaire. Oui, elle est tardive. Elle est vraiment tardive, Galadriel. C'est pour ça qu'il l'a changé énormément et qu'il y a plein de textes sur elle. Et que c'est les textes qu'il changeait les derniers mois avant sa mort.
Sauf pour la question de l'interdit et du pardon, le récit initial auquel se réfèrent les éléments du Silmarillion, de Zorro Goes Everon et de l'Impadis B du Seigneur des Anneaux est à peu près clair. Galadriel, venu en Terre du Milieu, comme un des chefs de la seconde cohorte d'Enoldor, rencontre Celeborn d'Oriath et elle l'épouse par la suite. Il était le petit-fils d'Elmo, frère du roi Thingol, un personnage obscur dont il n'est à peu près rien dit, sinon qu'il était le frère cadet d'Elwë, Thingol et d'Olwë, et qu'il était bien aimé d'Elwë, auprès de qui il demeura. Le fils d'Elmo avait pour nom Galadon, et les fils de celui-ci étaient Celeborn et Galathil. Galathil était le père de Nimloth qui épousa Dior, l'héritier de Thingol et qui était la mère d'Elwing. Dior, c'est aussi le fils de Beren et Lúthien. Selon cette généalogie, Celeborn était donc apparenté à Galadriel, elle-même petite fille d'Olwë, d'Alqualondë, mais pas d'aussi près que le veut la version où il est donné pour petit-fils d'Olwë. On peut naturellement déduire que Celeborn et Galadriel assistèrent à la chute du Doriath, et il est dit quelque part que Celeborn échappa au sac du Doriath, et peut-être aidèrent-ils Elwing à fuir en emportant le Silmaril et à gagner les havres du Sirion, mais cela n'est dit explicitement nulle part. L'appendice B du Seigneur des Anneaux nous montre Celeborn vivant quelque temps au Lindon, au sud de Lune. Mais au début du Deuxième Âge, ils franchirent les montagnes et vinrent en Eriador. La suite de leur histoire, telle qu'elle figure en cette même phase, dirons-nous, des écrits de mon père, est relatée dans le court récit intitulé « À propos de Galadriel et de Celeborn ». Elle est tardive dans le récit et attardée dans la série. Oh, mais c'est un mot. Non. Non. Faut pas dire des choses pareilles. Donc là, on passe au texte donc ici, à propos de Galadriel et de Celeborn. Le texte qui porte ce titre est une brève et hâtive ébauche de composition très rudimentaire qui n'en est pas moins l'une des rares sources narratives permettant de reconstituer les événements qui survinrent à l'ouest de la Terre du Milieu jusqu'à la défaite de Sauron et son expulsion de l'Eriador en l'année 1701 du Deuxième Âge. Outre ce texte, nous disposons de peu d'indications au-delà de la brève et laconique entrée du conte des années et du récit beaucoup plus général et sélectif publié dans le Silmarillion, c'est-à-dire le chapitre qui s'appelle « Les Anneaux du Pouvoir » et le Troisième Âge. Il est certain que ce présent texte a été composé après la publication du Seigneur des Anneaux, et ce à la fois parce qu'il fait référence à cet ouvrage et parce que Galadriel y est donnée pour fille de Finarfin et sœur de Finrod Felagund. Et ce sont là les noms attribués tardivement à ces princes, noms qui furent introduits dans l'édition révisée. Le texte comporte beaucoup de corrections, et il n'est pas toujours possible de déterminer ce qui appartient au premier jet, et ce qui a été surajouté bien plus tard sur le manuscrit. C'est le cas des références à Amoroth en tant que fils de Galadriel et de Celeborn. Cependant, je suis quasiment certain que chaque fois que survient l'une de ces références, il s'agit bien d'une structure nouvelle, postérieure à la composition du Seigneur des Anneaux. Car si à l'époque où le livre fut écrit, Amroth avait été considéré comme le fils de Galadriel et Celeborn, mention en aurait certainement été faite quelque part. Il importe de noter que non seulement il n'est pas question dans ce texte de l'interdit pour Galadriel de retourner dans l'Ouest, mais d'après un passage au début du récit, il semble qu'une telle idée n'existait même pas dans l'esprit de l'auteur à l'époque. Alors que plus avant dans le cours du récit, le séjour prolongé de Galadriel en Terre du Milieu après la défaite de Sauron en Eriador est imputé à son sentiment que son devoir lui fait obligation de rester tant que son ennemi n'est pas définitivement vaincu. C'est là le principal argument favorable au point de vue hésitant que j'ai exprimé plus haut, à savoir que le récit de l'interdit est postérieur à la composition du Seigneur des Anneaux.
Voici donc ce que dit ce texte, assorti de quelques commentaires, disséminés, signalés entre crochets. Un de ces jours, je vais devoir me pencher sérieusement sur les différents changements de généalogie chez les elfes, déjà que je me perds comme ça dans ma propre généalogie. Oh là là, la généalogie elfe, c'est compliqué, hein. Là, on passe au récit. Il y aura des petits commentaires qui sont entre crochets, mais là, on passe vraiment sur le récit. Galadriel était fille de Finarfin et sœur de Finarod Felagund. Elle fut la bienvenue aux Doriath parce que sa mère Éarwen, fille d'Olwë, était Télérine et la propre nièce de Thingol, et parce que les gens de Finarfin n'avaient point participé au massacre fratricide perpétré à Alqualondë. Legion of the West FR, merci pour le follow. Et elle se lia d'amitié avec Melian. Aux Doriath, elle rencontra Celeborn, petit-fils d'Elmo, le frère de Thingol. Par amour pour Celeborn qui refusait de quitter la Terre du Milieu, et aussi mue probablement par son propre orgueil, car elle avait été parmi les plus enthousiastes à l'idée de s'aventurer sur ces terres, elle ne retourna pas dans l'Ouest après la chute de Melkor, mais franchit les Ered Lindon avec Celeborn et vint en Eriador. Ils atteignirent cette région avec une suite nombreuse de Noldor et aussi d'elfes gris et d'elfes verts, et pour un temps, ils s'établirent aux environs du lac Nénual, le lac du crépuscule, au nord du comté. Celeborn et Galadriel vinrent à être considérés comme le seigneur et la dame des Eldar en Eriador, même par les compagnies errantes d'elfes d'origine nandorine qui n'étaient jamais allés à l'ouest des Ered Lindon et n'étaient pas descendus en Ossiriand. Coucou et Ariel, oui, c'est lecture. Je lis un passage de Contes et légendes inachevées. Mais voilà qu'au bout d'un certain temps, Galadriel se rendit compte qu'à nouveau, comme durant les jours anciens lors de la captivité de Melkor, Sauron avait été laissé derrière. Ou plutôt comme Sauron n'était pas connu alors sous un nom unique, et on n'avait pas encore décelé dans ses agissements l'action d'un seul et unique esprit malfaisant, principal agent de Melkor. Elle perçut comme une volonté maléfique à l'œuvre de par le monde et qui semblait puiser sa source plus loin à l'est, au-delà de l'Eriador et des montagnes de brume. Et c'est pour cela que Celeborn et Galadriel se dirigèrent vers l'est, aux environs de l'année 700 du Deuxième Âge, et fondèrent le principal, mais non le seul, royaume Noldorin, Eregion. Il se peut que Galadriel ait choisi ce lieu parce qu'elle connaissait les nains de Khazad-dûm, la Moria. Il y a toujours eu, et il y avait encore quelques nains sur le versant oriental des Ered Lindon, où s'élevaient leurs anciennes demeures fortifiées, Nogrod et Pélégost, à courte distance du lac Nénual. Mais ils avaient transféré le gros de leur force à Khazad-dûm. Celeborn n'avait guère d'amitié pour les nains, de quelque ascendance qu'ils soient, comme il devait le montrer plus tard à Gimli en Lothlórien. Et il ne leur pardonna jamais le rôle qu'ils jouèrent dans la ruine du Doriath, même si seules les troupes de Nogrod avaient pris part à l'assaut, et elles furent disséminées dans la bataille de Sarn Athrad. Le plaid et la tasse de thé, là, c'est parfait. Petite anecdote, Sarn Athrad, c'est le seul moment où on a des Ents au premier âge. Dans le Silmarillion, quand on parle de la bataille de Sarn Athrad, Fëanor le met dans le chat, il y a Beren, mais c'est le seul moment où il y a des Ents dans le Silmarillion qui ont un rôle à jouer, en tout cas dans le premier âge de la Terre du Milieu. Ça, c'est fou. On a bien sûr l'origine des Ents, mais je veux dire que là, on voit des Ents en action. Coucou Elrohir. Quand les Ents défoncent les nains, ouais, exactement. Quand ils défoncent les nains. Merci Ariel. Ouais, j'adore Baldur's Gate. J'adore la musique, elle est trop belle. Les nains de Pélégost furent saisis d'effroi face à ce désastre et ses possibles conséquences. Et cela hâta leur départ vers l'est pour gagner Khazad-dûm. On peut donc penser que les nains de la Moria étaient innocents de la ruine du Doriath et n'éprouvaient aucune hostilité envers les elfes. De toute manière, Galadriel voyait beaucoup plus loin là-dessus que Celeborn, et elle comprit d'emblée que la Terre du Milieu ne serait sauvée de tous les
résidus maléfiques que Morgoth avait laissés dans son sillage que par l'union de tous les peuples qui lui étaient hostiles et qui, pour des raisons qui leur étaient propres, s'opposaient à lui comme ils le pouvaient. Et elle considérait les nains également avec l'œil d'un chef de guerre, voyant en eux les meilleurs guerriers à opposer aux orques. De plus, Galadriel était une Noldo, et elle avait une sympathie naturelle pour la tournure d'esprit des nains, et pour leur grand amour des arts manuels, une sympathie bien plus grande que n'en éprouvaient de nombreux Eldar. Les nains étaient les enfants d'Aulé. Et Galadriel, comme d'autres parmi les Noldor, avait reçu en Valinor l'enseignement d'Aulé et de Yavanna. Galadriel et Celeborn avaient dans leur entourage un artisan noldorin nommé Celebrimbor. On le donne ici pour un des survivants de Gondolin et l'un des plus grands maîtres artisans de Turgon. Mais le texte fut corrigé par la suite, faisant de lui un des descendants de Fëanor, comme il est dit dans l'appendice B au Seigneur des Anneaux, mais uniquement dans l'édition révisée. Et il est question de lui plus en détail dans le Silmarillion, où il est donné pour fils de Curufin, le 5e fils de Fëanor. On y lit que Celebrimbor se brouilla avec son père et resta à Nargothrond lorsque Celegorm et Curufin en furent chassés. Saleté d'arbre, exactement. C'est en ça ASMR. Non, je lis juste. D'ailleurs, Galadriel ne côtoie jamais les nains dans la série. Oui, c'est dommage. C'est dommage. À la façon des nains, Celebrimbor nourrissait une obsession pour les travaux d'artisanat. Et bientôt, il devint le premier artisan d'Eregion, se liant étroitement d'amitié avec les nains de Khazad-dûm. Et parmi eux, avec Narvi, qui devint son plus grand ami. Sur l'inscription au-dessus de la porte ouest de la Moria, Gandalf lit les mots « Im Narvi hein hechant, Celebrimbor a Eregion techant ithwihin » Moi, Narvi, je les ai faites. Celebrimbor de Houssière a dessiné ses signes dans la fraternité de l'anneau. Les elfes et les nains tirèrent grand profit mutuel de cette collaboration, et l'Eregion devient bien plus puissant et Khazad-dûm bien plus splendide que si chacun était resté de son côté. Ce récit des origines de l'Eregion s'accorde avec ce qui est raconté dans les Anneaux du pouvoir, dans le Silmarillion. Mais ni là, ni dans les brèves références données dans l'appendice B du Seigneur des Anneaux, n'est-il fait mention de la présence de Galadriel et de Celeborn. Et même dans le second ouvrage, et de nouveau seulement dans l'édition révisée, Celebrimbor est donné pour Seigneur de l'Eregion. On est passé à côté de tellement de scénarios. Ouais. Houssière, c'est la nouvelle traduction car il y avait du ou partout. Exactement. Donc vous voyez, quand on vous dit que Eregion est fondé par Galadriel et Celeborn, c'est sujet à caution. Voilà. Parce que parfois j'entends que Galadriel et Celeborn ont fondé Eregion. C'est compliqué d'être 100% certain que ce soit le cas à chaque fois que Tolkien a décrit ça. Apparemment, à certains moments, Celebrimbor est donné seul chef d'Eregion. Et c'est bizarre qu'il n'ait pas mentionné que c'était Galadriel et Celeborn. La construction de la principale ville de l'Eregion, Ostinedil, fut commencée vers l'année 750 du Deuxième Âge, date donnée dans le Conte des Années pour la fondation de l'Eregion par les Noldor. Sauron eut vent de ces entreprises et s'en accrut la peur que lui inspirait la venue des Núménoréens au Lindon et sur les côtes plus au sud, et leur amitié avec Gil-galad. Et il entendit parler également d'Aldarion, le fils de Tar-Méneldor, roi de Núménor, devenu à présent un grand constructeur de navires qui amenait ses vaisseaux mouillés loin au sud jusqu'au Harad. Don Erkamion, merci beaucoup pour le follow, un fan de Beren, je vois. C'est pourquoi Sauron laissa tranquille l'Eriador pour un temps. Et il choisit le pays de Mordor, tel devait être son nom plus tard, pour sa place forte d'où résister au débarquement des Núménoréens, fait dater aux environs de l'an 1000 dans le Conte des Années.
Lorsqu'il se sentit en sécurité, il envoya des émissaires en Eriador. Et finalement, vers l'année 1200 du deuxième âge, il vint en personne, ayant revêtu la plus belle apparence qu'il put se donner. Tout à fait. Eh bien, bienvenue à toi. C'est chouette qu'un grand fan de Beren soit là, dans mon chat. Mais dans l'intervalle, la puissance de Galadriel et de Celeborn s'était accrue. Et aidé en cela par son amitié avec les nains de la Moria, Galadriel avait pris contact avec le royaume Nandorin de Lorinand, sur l'autre versant des montagnes de brume. C'était un royaume peuplé par les elfes qui, abandonnant les Eldar lors de leur grande marche depuis Cuivienen, s'étaient établis dans les forêts du Val de Landuin. Et il s'étendait jusqu'aux rives boisées du grand fleuve, englobant la région où devait s'élever par la suite Dol Guldur. Ces elfes qui ne se reconnaissaient ni princes ni souverains vécurent insoucieux tant que le pouvoir de Morgoth demeura concentré au nord-ouest de la Terre du Milieu. Mais de nombreux Sindar et Noldor vinrent s'établir parmi eux, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à se sindariser sous l'influence de la culture belériandique. Le récit reste obscur quant à l'époque de ces migrations. Il se peut qu'ils fussent venus de l'Eregion en passant par Khazad-dûm, et cela sous les auspices de Galadriel. Les efforts de Galadriel pour déjouer les machinations de Sauron furent couronnés de succès en Lorinand, tandis que Gil-galad, pour sa part, ferma les portes du Lindon aux émissaires de Sauron et à Sauron lui-même. Un épisode relaté plus en détail dans les Anneaux du Pouvoir dans le Silmarillion. Morgoth concentré au nord-ouest, mais n'empêche les hommes, ils avaient quand même toujours eu une influence loin à l'est. Ouais, quand même. Les hommes, c'est différent au niveau corruption. On le sait bien. Mais Sauron réussit mieux auprès des Noldor de l'Eregion et plus particulièrement auprès de Celebrimbor qui en son cœur se voulait l'égal de Fëanor, tant pour sa renommée que pour son savoir-faire. La manipulation des forgerons de l'Eregion par Sauron et la manière dont ce dernier se faisait appeler Anatar, seigneur des dons, sont relatées dans les Anneaux du Pouvoir, le chapitre du Silmarillion, mais il n'y est pas fait mention de Galadriel. Celebrimbor, il est partout. En Eregion, Sauron se présenta comme un émissaire des Valar, leur envoyé en Terre du Milieu, anticipant ainsi la venue des Istari, ou bien ayant reçu ordre d'y demeurer afin de porter secours aux elfes. Il comprit sur le champ que Galadriel se révélerait son plus redoutable ennemi et son principal obstacle. Aussi chercha-t-il à l'apaiser, en endurant son dédain avec apparence de patience et de courtoisie. Cette rapide ébauche ne nous dit pas pourquoi Galadriel méprisait Sauron, à moins qu'elle n'ait effectivement percé à jour son déguisement, ni non plus si elle avait pénétré effectivement sa véritable nature, pourquoi elle l'autorisait à demeurer en Eregion. Sauron usa de tout son art sur Celebrimbor ainsi que sur ses compagnons forgerons, car Celebrimbor avait fondé une compagnie ou confrérie très puissante en Eregion, les Gwaith y Myrdain. Mais il travaillait en secret à l'insu de Galadriel et de Celeborn. Bientôt, Sauron exerçait son influence sur les Gwaith y Myrdain, car au début ils tirèrent grand profit de ses enseignements touchant les pratiques secrètes de leur art. Et si forte fut son emprise sur les Myrdain, quant à la longue, il les persuada de se révolter contre Galadriel et Celeborn et de s'emparer du pouvoir en Eregion. Et cela eut lieu entre les années 1350 et 1400 du Deuxième Âge. Sur ce, Galadriel quitta l'Eregion et se rendit en Lorinand en passant par Khazad-dûm, et elle emmena avec elle Amroth et Celebrian. Mais Celeborn, qui se refusait à pénétrer les demeures des nains, resta en Eregion où il était désormais méprisé par Celebrimbor. En Lorinand, Galadriel assuma le pouvoir et établit des défenses contre Sauron.
J'imagine une préquelle en Valinor en mode sitcom avec tout ce petit monde avant qu'ils se retrouvent tous en Terre du Milieu. Potentiellement Galadriel, Sauron, Celeborn auraient déjà pu se croiser là-bas. Ah oui, ils auraient pu, ça c'est sûr. Sauron lui-même devait abandonner les Régions avant l'année 1500, après que les Myrdain eurent entrepris la fabrication des anneaux du pouvoir. Or, Celebrimbor n'avait pas été corrompu, ni en son cœur, ni en son allégeance, mais il avait accepté Sauron pour ce qu'il prétendait être, et lorsqu'il finit par découvrir l'existence de l'anneau unique, il se révolta contre Sauron, puis se rendit en Lorien solliciter à nouveau les conseils de Galadriel. Et c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû détruire tous les anneaux du pouvoir, mais ils n'en eurent point la force. Galadriel lui conseilla de cacher les 3 anneaux des elfes et de ne jamais y recourir et de les disperser loin de l'Eregion où Sauron les croyait détenus. Ce fut à cette époque qu'elle reçut Nenya, l'anneau blanc, des mains de Celebrimbor, et en vertu de son pouvoir, le royaume de la Lorien gagna en puissance et en beauté. Mais l'anneau exerça également sur Galadriel un pouvoir imposant et imprévu, car il avivait en elle le désir latent de la mer et d'un retour dans l'ouest, si bien que décrut sa joie en Terre du Milieu. Suivant son conseil, Celebrimbor envoya l'anneau de l'air et l'anneau du feu loin de l'Eregion, et il les confia à Gil-galad au Lindon. On lit ici que vers cette même époque, Gil-galad donna Narya, l'anneau rouge, à Círdan, seigneur des Havres, mais plus avant dans le récit, une note marginale indique qu'il l'aurait gardé par devers lui jusqu'à son départ pour la guerre de la dernière alliance. Non, Sauron, il était parti depuis longtemps au service de Morgoth quand les premiers elfes s'éveillèrent à cette époque où les elfes arrivaient en vain, ils gardaient en bonne. Oui. Oui, sitôt. Il est obligé de se révéler au moment où les lampes sont détruites. Si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs. Lorsque Sauron apprit le repentir et la rébellion de Celebrimbor, son masque tomba et son courroux fut dévoilé. Et rassemblant une puissante armée, il traversa le Calenardon, le futur Rohan, pour envahir les Rhiador en l'année 1695. Lorsque Gil-galad apprit la chose, il envoya un fort détachement sous le commandement d'Elrond, le semi-elfe. Mais Elrond avait une longue route à faire, et Sauron obliqua vers le nord et marcha droit sur l'Eregion. Ses éclaireurs et son avant-garde étaient déjà en vue lorsque Celeborn fit une sortie et les refoula. Mais bien qu'il parvint à se joindre aux forces d'Elrond, ils ne purent revenir en Eregion, car l'armée de Sauron était beaucoup plus considérable que leurs forces même réunies, si considérable d'ailleurs que Sauron fut capable et de les tenir à distance et d'investir étroitement l'Eregion. Finalement, les assaillants envahirent l'Eregion où ils semèrent la ruine et la dévastation, et ils s'emparèrent de ce qui avait été l'objectif principal de Sauron, la maison des Myrdain, où se trouvaient leurs forges et leurs trésors. Celebrimbor se défendit avec l'énergie du désespoir, affrontant en personne Sauron sur les marches de la grande porte des Myrdain. Mais il fut saisi et emmené prisonnier, et la maison fut pillée de fond en comble. Sauron prit les 9 anneaux et quelques œuvres mineures des Myrdain, mais il ne put trouver ni les 7 ni les 3. Alors il fit torturer Celebrimbor, et de lui il apprit où avaient été cachés les 7. Cela, Celebrimbor le révéla, parce que ni les 7 ni les 9 n'avaient pour lui l'importance des 3, car les 7 et les 9 avaient été forgés avec l'aide de Sauron, alors que Celebrimbor avait façonné les 3 tout seul, en usant d'un pouvoir différent et à de toute autre fin. Il n'est pas dit explicitement ici que Sauron à cette occasion prit possession des 7 anneaux, bien que cela soit clairement impliqué dans l'appendice A du Seigneur des Anneaux. Il est fait état d'une croyance répandue parmi les nains du peuple de Durin, selon laquelle Durin III, roi de Khazad-dûm, tenait son anneau des elfes forgerons en personne et non point de Sauron. Mais dans le présent texte, il n'est pas dit comment les 7 anneaux vinrent en possession des nains. Sauron ne put rien tirer de Celebrimbor au sujet des 3 anneaux, et il le fit mettre à mort. Cependant, il devina la vérité,
que les 3 anneaux avaient été commis à la garde des seigneurs elfes et qu'il devait s'agir de Galadriel et Gil-galad. Salut Kreizo, comment ça va? Et dans un noir courroux, il retourna au combat. Le corps de Celebrimbor, transpercé de flèches d'or, que fut planté en haut d'une perche telle une bannière. Et Sauron s'attaqua aux forces d'Elrond. Et ce dernier avait rallié les quelques elfes de l'Eregion qui s'étaient échappés, mais il n'était pas en mesure de résister à l'assaut. Et sans doute Elrond aurait-il été écrasé si l'armée de Sauron n'avait pas été assaillie sur son arrière-garde, car Durin avait envoyé un détachement de nains depuis Khazad-dûm, et avec eux marchaient des elfes de Lorinand, commandés par Amroth. Elrond parvint à se dégager, mais il fut repoussé au loin vers le nord, et ce fut à cette époque, en l'année 1697 selon le compte des années, qu'il établit un refuge et une place forte à Imladris, c'est-à-dire Fond-de-Val ou Faucombeau. Sauron abandonna la poursuite d'Elrond et se retourna pour combattre les nains et les elfes de la Lorinand, qu'il finit par repousser. Mais les portes de la Moria étaient fermées et il ne put y rentrer. Après quoi, Sauron devait poursuivre la Moria de sa haine et aux orques il fut enjoint de harceler les nains en toute occasion possible. Et voici que Sauron entreprit de conquérir l'Eriador. La Lorinand pouvait attendre. Et tandis qu'il ravageait le pays, massacrant ou expulsant tous les petits groupes d'hommes et traquant les quelques elfes restants, ils furent nombreux à fuir vers le nord pour grossir les rangs de l'armée d'Elrond. Or, Sauron avait pour objectif immédiat de prendre le Lindon, où il pensait avoir le plus de chances de s'emparer de l'un ou plus des 3 anneaux. Et dans cette intention, il rassembla son armée éparpillée et marcha vers l'ouest en direction du pays de Gil-galad, dévastant tout sur son passage. Mais son armée fut affaiblie par la nécessité de laisser un fort détachement pour contenir Elrond et l'empêcher de fondre sur son arrière-garde. Or, déjà depuis de longues années, les Núménoréens avaient accosté au Havre Gris et ils y avaient reçu bon accueil. Sitôt que Gil-galad se prit à craindre que Sauron envahisse l'Eriador et ne déclare une guerre ouverte, il envoya des messages à Núménor. J'espère que la lecture, ça vous plaît. Mais non, voyons, c'est Galadriel qui agitait son anneau sous le nez de tout le monde. Pause quiz. Vas-y, Mike. Oh là là. Ça fait du bien. Le message de Gil-galad, c'est celui que reçoit Aldarion à la fin du conte. Oui, Valarian. Bonsoir, tu devrais enregistrer un livre audio. Merci la Terre du Milieu, c'est gentil. Mais là, sur la chaîne des Échos d'Imladris, la prochaine vidéo qui sortira, c'est 34 ou 38 minutes. C'est toute l'histoire de Sauron racontée comme je le fais là. Voilà. Donc, la semaine prochaine, sur la chaîne YouTube des Échos d'Imladris, vous avez 34-38 minutes de moi qui lis. Mais ouais, c'est super. Ah, mais vous pouvez faire des vidéos de 2 heures, franchement, ça me va tout autant. Ben, je peux pas... En fait, voilà, je fais vite une petite pause pour expliquer. Là, je suis en live Twitch et si j'ai un souci de droit par rapport à des œuvres que je lis, je peux supprimer les rediffs et ça s'arrête là. Sur YouTube, ça me dérange un peu de lire des œuvres qui ne sont pas dans le domaine public, vous voyez. Donc, je ne lirai pas les textes. Je dois lire des choses que j'écris ou des choses qui ont déjà été produites. Mais donc voilà, je ne peux pas lire les livres en soi. Si je lis les livres, alors il faut que je fasse des rediffusions, enfin que je mette sur YouTube un côté payant alors pour protéger les vidéos. Ce que j'adore quand je t'entends lire, c'est ton accent belge. Oui, j'ai un petit accent belge, j'avoue. On l'entend. Dès que je dois dire puissant, quoi, on entend mon accent. C'est pas grave, lis l'annuaire à la place. Mais dans tout ça, je ne comprends pas pourquoi Tolkien dit que les elfes angoissent de devoir subir les mâles du monde, mais ils refusent d'en partir en Valinor. Mais y a déjà une grosse partie des elfes qui n'a pas le droit de rentrer en Valinor pendant une grosse période. Ils subissent la prophétie de Mandos. Donc voilà. Il y a un peu de ça. Et puis, enfin...
Galadriel, il est bien dit qu'elle est orgueilleuse, elle a envie de son royaume à gouverner, c'est pour ça qu'elle n'a pas envie de rentrer non plus. Elle a un rêve d'avoir ses terres et quel est le métier de ça? S'enfuir ou s'enfouir, tel le dilemme belge. C'est cool, ça tombe bien parce que Contes et légendes inachevées, c'est le prochain livre que j'aurais voulu lire. Ben voilà. C'est l'orgueil, un peu après aussi, il y a leur haut fait en terre du milieu. Oui, j'en étais où? Ah oui, Núménor vient d'arriver. Les Núménoréens, ils étaient déjà un petit peu au Havre Gris. Ils avaient reçu bon accueil. Et Gil-galad sollicita donc l'aide de Núménor. Et le roi Tar-Minastir envoya une puissante flotte, mais elle subit maint retard et ne toucha les côtes de la Terre du Milieu qu'en l'année 1700. Or, entre-temps, Sauron avait déjà étendu sa conquête à tous les Riador. Et à l'exception du refuge d'Imladris, toujours assiégé, et il avait atteint le fleuve Lune. Et il avait réquisitionné des forces fraîches en provenance du sud-est qui avaient déjà atteint l'Enedwaith au gué de Tarbad, lequel était à peine défendu. Gil-galad et les Núménoréens tenaient le Lune afin d'assurer coûte que coûte la défense des Havres Gris, et la puissante armée de Tar-Minastir arriva juste à point. Les troupes de Sauron furent décimées et repoussées. L'amiral núménoréen Kiriatur envoya quelques-uns de ses navires aménager un point de débarquement plus au sud. Sauron fut chassé au loin en direction du sud-est après le grand massacre du gué de Sarn ou le gué de Barandouin. Et bien que ses renforts l'eussent rejoint à Tarbad, il vit de nouveau son arrière-garde soudainement confronté aux troupes núménoréennes, car Kiriatur avait mené à terre un fort détachement à l'embouchure du Gwathlo, ou Griffleur, où se trouvait un petit port núménoréen. Il s'agissait de Vignalonde, fondé par Tar Aldarion, et qui devait s'appeler plus tard Londaer, voire Appendice. La bataille du Gwathlo marqua la déroute complète de Sauron, qui s'échappa lui-même de justesse. Le reliquat de ses forces fut assailli à l'est du Calenardon et flanqué d'un unique garde du corps, il prit la fuite jusqu'à cette contrée appelée par la suite Dagorlad, la plaine de la bataille, d'où brisé et humilié, il s'en retourna au Mordor, jurant vengeance contre Núménor. L'armée qui assiégeait Imladris fut prise entre Elrond et Gil-galad et détruite jusqu'au dernier. Il ne restait plus d'ennemis en Eriador, mais le pays était quasiment dévasté. C'est à cette époque que se réunit le premier conseil et il fut décidé de maintenir une place forte elfique dans l'est de l'Eriador, à Imladris et non en Eregion. Et c'est en ce temps-là également que Gil-galad donna Vilia, l'anneau bleu, à Elrond et en fit son régent en Eriador. Mais il garda par-devers lui l'anneau rouge, et ce jusqu'au moment où, quittant le Lindon pour la dernière alliance, il le remit à Círdan. Des années durant, les terres de l'Ouest connurent la paix et eurent loisir de panser leurs blessures. Mais les Núménoréens avaient goûté au pouvoir en terre du milieu, et depuis lors, ils s'en vinrent fonder des colonies permanentes sur les côtes occidentales. La date donnée est environ 1800 dans le compte des années. Et ils devinrent ainsi bien trop puissants pour que Sauron risquât de s'aventurer à l'ouest, hors du Mordor, et ce, pour de longues années. Le récit se termine en se concentrant à nouveau sur Galadriel, et nous y apprenons que le languir de la mer s'émut si fort en elle qu'elle décida de quitter la Lorinande et d'aller vivre sur les rivages de la mer, bien qu'elle jugeât qu'il était de son devoir de demeurer en terre du milieu, tant que Sauron n'était pas vaincu. Elle confia la Lorinande à Amroth, et franchissant à nouveau la Moria avec Celebrian, elle vint à Imladris en quête de Celeborn. Et semble-t-il, elle l'y trouva, et ils vécurent ensemble un long temps. C'est d'ailleurs là qu'Elrond entrevit pour la toute première fois Celebrian, et qu'il se prit d'amour pour elle, bien qu'il n'en soufflât mot. Ce fut dans le temps où Galadriel séjournait à Imladris que délibéra le conseil dont il a été question plus haut. Mais par la suite, il n'existe aucune information quant à la date,
Galadriel et Celeborn, accompagnés de Celebrian, quittèrent Imladris et gagnèrent les terres peu populeuses entre l'embouchure du Gwathlo et les Vethir Anduin. Ils vécurent à Belfalas, dans ce lieu qui plus tard devait s'appeler Dol Amroth. Leur fils Amroth s'y rendait parfois leur faire visite, et des elfes Nandorin de la Lorinand vinrent aussi grossir leur nombre. Et le troisième âge était déjà fort avancé, et Amroth perdu, et la Lorinand en grand péril, lorsque Galadriel se résolut à y retourner. Et c'était en l'année 1981. Ici prend fin le texte à propos de Galadriel et de Celeborn. Bah oui, c'est jardinier, Sam Gamgee. Et d'ailleurs, c'est son nom de famille. À la fin, c'est Sam Sage Jardinier. D'ailleurs, son fils s'appelle Frodo Jardinier. Trop mignon. On notera qu'en l'absence de toute indication contraire dans Le Seigneur des Anneaux, les commentateurs ont pu supposer tout naturellement que Galadriel et Celeborn avaient passé la deuxième moitié du deuxième âge et le troisième âge en son entier en Lothlórien. Mais ce ne fut pas le cas, bien que leur histoire, telle qu'elle est présentée dans À propos de Galadriel et Celeborn, dut subir de nombreux remaniements, comme nous allons le voir. Et là, on va passer à la partie qui s'appelle Amroth et Nimrodel. Oui, Andir vient après Amroth. Je vais reboire avant de commencer. Nimrodel est une rivière aussi. Bah oui, c'est lié. C'est lié. Nommé d'après une elfe. Mais c'est la Nimrodel. Romestamo. Amroth et Nimrodel, c'est la Nimrodel qui a donné le nom de la rivière qu'il traverse. Mais ouais, c'est ce qu'on va voir. Prêt pour l'histoire triste, sortez les mouchoirs. Donc, Amroth et Nimrodel. Thème à la taille de la bouteille d'eau. C'est 2 litres. Bonsoir Médalphe, comment ça va? J'ai déjà dit plus haut que si à l'époque où il écrivait Le Seigneur des Anneaux, mon père avait vu dans Amroth le fils de Galadriel et de Celeborn, il n'aurait pas manqué de mentionner une parenté aussi notable. Quoi qu'il en soit, cette conception de la lignée d'Amroth fut rejetée par la suite. Je vais donner maintenant un court récit datant de 1969 ou de plus tard, intitulé « Fragment de la légende d'Amroth et Nimrodel », brièvement relaté. Je spoil 5 litres dans le deuxième live lecture. Amroth était roi de la Lorien. Son père Amdir ayant trouvé la mort lors de la bataille de Dagorla dans l'année 3434 du deuxième âge, après la défaite de Sauron, son pays connut la paix pour de nombreuses années. Bien que d'ascendance Sindarin, il vivait selon les usages des elfes sylvains et habitait dans les grands arbres qui couronnaient un haut tertre verdoyant appelé depuis lors Kerin Amroth. Kerin Amroth, c'est là où Aragorn et Arwen vont se fiancer. Plus tard, pour ceux qui veulent. Et ainsi vivait-il en raison de son amour pour Nimrodel. Il l'aimait depuis maintes années et ne s'était point marié puisqu'elle ne voulait pas de lui pour époux. Coucou, Alex, comment ça va? Elle l'aimait pourtant Nimrodel, car il était beau et même en regard des autres Eldar, et vaillant et sage. Mais elle appartenait aux elfes sylvains et regrettait la venue des elfes de l'Ouest qui, disait-elle, apportaient avec eux la guerre et troublaient la paix d'antan. Elle ne voulait employer que la langue des elfes sylvains, même lorsque ce parler eut cessé d'être usité par les gens de la Lorien. Et elle vivait seule aux abords des chutes de la rivière Nimrodel, à laquelle elle avait donné son nom. Mais lorsque la terreur surgit de la Moria, lorsque furent chassés les nains et qu'à leur place s'insinuèrent les orques, elle s'enfuit éperdue vers le sud errant. Mais c'est bizarre, j'ai ma caméra qui ne fonctionne plus, c'est normal. Je suis toujours là. Vous avez eu les problèmes. Je suis de retour avec ma petite... En gros, je vous explique, j'ai un câble pour mon appareil photo qui me sert maintenant pour les streams, sauf que le câble est pas de la meilleure qualité qui soit.
Du coup, désolée pour la gêne occasionnée. Il faudrait vraiment que j'investisse dans un très bon câble. Mais la lecture va revenir. Donc, Nimrodel, elle vivait seule aux abords des chutes de la rivière Nimrodel à laquelle elle avait donné son nom. Mais lorsque la terreur surgit de la Moria, lorsque furent chassés les nains et qu'à leur place s'insinuèrent les orques, elle s'enfuit, éperdue vers le sud, errant dans les solitudes, en l'année 1981 du Troisième Âge. Et Amroth la suivit, et enfin la retrouva à l'orée de la forêt de Fangorn, qui à l'époque s'étendait davantage vers la Lorienne. Elle n'osa s'enfoncer dans l'épaisseur du bois, car, disait-elle, les arbres la menaçaient, et certains manœuvraient pour lui barrer le passage. En ce lieu, Amroth et Nimrodel eurent un long entretien. Et à la fin, ils se promirent l'un à l'autre. « Je garderai ma promesse, dit-elle, et nous nous marierons dès que tu m'auras amené dans un pays où règne la paix. » Amroth fit serment que par amour pour elle, il quitterait son peuple, fût-il même dans le besoin, et qu'il irait avec elle en quête d'une terre de paix. Mais il n'existe point actuellement en terre du milieu cette terre, dit-il, et pour le peuple des elfes, il n'y en aura jamais plus. Nous devons chercher à traverser la Grande Mer jusqu'à l'ancien pays de l'Ouest. Et il lui parla alors du Havre du Sud où s'étaient réfugiés nombre de son peuple des années auparavant. Ils ne sont plus que quelques-uns, car la plupart d'entre eux ont fait voile vers l'ouest, mais ceux qui restent continuent à construire des navires et à offrir de passer la mer à tous ceux de leur peuple qui viennent à eux, là de la terre du milieu. On dit que la grâce que nous accordèrent les Valar nous permettant de franchir la mer est à présent étendue à tous ceux qui ont pris part à la grande marche, même s'ils ne sont pas arrivés jadis jusqu'au rivage et n'ont point encore contemplé le pays béni. Ce n'est point le lieu où raconter leur voyage jusqu'au Gondor. C'était sous le règne du roi Eärnil le Second, avant-dernier roi du royaume du Sud, et des troubles agitaient le pays. Eärnil II régna sur le Gondor de 1945 à 2043. Ailleurs est relaté, mais de manière brève, comment ils furent séparés l'un de l'autre et comment, après l'avoir cherché en vain, Amroth se rendit au havre des elfes et n'y trouva qu'une poignée encore s'attardant, tout juste l'équipage d'un navire, et il ne leur restait qu'une seule nef capable de prendre la mer. Et avec ce vaisseau, ils s'apprêtaient à partir et à quitter la terre du milieu. Ils firent bon accueil à Amroth, heureux qu'ils viennent renforcer leur petit groupe, mais ils étaient peu disposés à attendre Nimrodel, dont, croyaient-ils, on ne pouvait plus guère espérer la venue. Si elle est passée par les terres habitées du Gondor, dirent-ils, il ne lui sera arrivé aucun mal, et, le cas échéant, elle aura été secourue, car les hommes du Gondor sont bons, et ils sont gouvernés par les descendants des amis des elfes d'antan, qui peuvent encore parler à leur façon notre langue, mais dans les montagnes y rôdent des hommes hostiles et des êtres malfaisants. La saison s'avançait, et on touchait à l'automne, et sous peu de grands vents allaient souffler, des vents hargneux et dangereux, même pour les nefs des ailes, tant qu'elles voguaient au large des côtes de la terre du milieu. Mais le chagrin d'Amroth était tel qu'ils retardèrent tout de même leur départ durant de nombreuses semaines. Et ils vivaient au bord de leur navire, car leur maison sur le rivage était toute vide et dépouillée. Puis avec l'automne, survint une nuit de grande tempête, la plus terrible qui fut consignée dans les annales du Gondor. Elle accourut de la froide désolation du nord et traversa rugissant tous les Riador jusqu'aux terres du Gondor, faisant grand ravage. Et sans vertu fut le rempart des montagnes blanches, et les vaisseaux des hommes furent nombreux à être emportés au large de la baie de Belfalas, et perdus corps et biens. Quant au léger navire des elfes, il rompit ses amarres, et les flots en furie le chassèrent vers les côtes d'Umbar. Et en terre du milieu, on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Mais les nefs des elfes construites pour ces traversées ne sombraient pas. Et sans doute quitta-t-il les cercles du monde et toucha-t-il enfin Eresea. Mais il ne transporta point Amroth jusque-là. La tempête s'était ruée sur les côtes du Gondor, tout juste comme l'aube se risquait dans la turbulence des nuages. Mais lorsqu'Amroth s'éveilla, le navire était déjà en haute mer. Et appelant « Nimrodel !» à voix forte, il se précipita désespéré dans les flots et nagea vers le rivage qui s'estompait à l'horizon.
De leur vue perçante, les elfes navigateurs le virent longtemps, qui luttait contre les vagues, jusqu'à ce que le soleil levant, perçant les nuées, alluma ses blonds cheveux comme une étincelle d'or. Et depuis lors, aucun œil, ni d'elfe ni d'homme, ne devait l'apercevoir en terre du milieu. Du sort de Nimrodel, il n'est rien dit ici, bien qu'il y ait maintes légendes à son sujet. Vas-y, Gil-galad of Lindon, pose ta question. Le récit ci-dessus prit corps en fait à la suite d'une discussion. Oh, merci beaucoup Sia pour ton raid. Merci beaucoup et bienvenue, bienvenue dans une autre galaxie. On est en pleine terre du milieu. On est en train de lire le chapitre qui s'appelle l'histoire de Celeborn et Galadriel dans Contes et légendes inachevées. On vient de lire toute la partie sur la guerre de l'Eregion. Et là, ça nous parle de Amroth, le roi de Lothlorien, et de l'elfe dont il était amoureux qui s'appelle Nimrodel. Et bonsoir tout le monde et merci pour les follow. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Waouh, merci pour les follow. Merci beaucoup. Bonne lecture, je te laisse en bonne compagnie. Merci beaucoup Sia, j'espère que tu vas bien. Je te fais des gros bisous. Mais oui, on se voit mercredi. J'ai trop hâte. Mercredi, on sera avec Sia au conseil. Voilà, je serai là au conseil d'Elro. Voilà. Et bravo pour tes vidéos YouTube aussi, elles sont géniales. Merci beaucoup. J'ai hâte. Merci beaucoup pour les follow. On est bientôt 700 follow. Merci beaucoup. Donc voilà, on était en train de lire l'histoire d'Amroth et Nimrodel. Et on continue. Donc voilà. Le récit ci-dessus, l'histoire d'Amroth et Nimrodel, prit corps en fait à la suite d'une discussion étymologique sur les noms de certains des cours d'eau de la Terre du Milieu. Il s'agissait en l'occurrence de la Gilren, rivière du Lébenin au Gondor, qui se jetait dans la baie de Belfalas, à l'ouest de l'Éthir Anduin. Et une autre facette de la légende de Nimrodel devait émerger d'une discussion sur l'élément Rain, dérivé probablement de la racine Ran, qui veut dire errer, se perdre, s'égarer, comme dans Mithrandir, le nom de Gandalf, et dans le nom de la lune, Ran. Merci beaucoup. Et bonsoir tout le monde. Merci pour les follow. Merci pour... Cela ne semble s'appliquer à aucune des rivières du Gondor. Mais il arrive que les noms de rivières ne désignent qu'une partie seulement de leur cours. Parfois les abords de leurs sources ou bien leurs cours inférieurs, ou encore en raison de toute autre singularité qui se trouve avoir frappé des explorateurs qui les nommèrent. Toutefois, dans le cas présent, les fragments de la légende d'Amroth et de Nimrodel nous livrent une explication. La Gilrain dévalait la montagne, comme toutes les autres rivières de la région. Mais lorsqu'elle atteignait l'extrémité des contreforts des Ered Nimraïs, qui la séparaient de la Kélos, elle s'épanchait dans une vaste dépression peu profonde. Là, elle se perdait un temps pour former un petit lac à l'extrémité sud des montagnes, avant de creuser son lit à travers une falaise et de reprendre son cours tumultueux jusqu'à son confluent avec le Serni. Lorsque Nimrodel s'enfuit de la Lorien, on raconte que cherchant à atteindre la mer, elle s'égara dans les montagnes blanches jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin, par quel sentier ou col on l'ignore, à une rivière qui lui rappela la sienne en Lorien. Et le cœur allégé, elle s'assit au bord d'un bassin et elle contempla les étoiles qui se reflétaient dans les eaux enténébrées et prêta l'oreille au mugissement des chutes, là où la rivière reprenait son cours vers la mer. En ce lieu, elle tomba dans un profond sommeil, tant était grande sa lassitude, et elle dormit si longtemps qu'elle ne parvint pas à Belfalas avant que le navire d'Amroth ait été chassé au large. Et alors Amroth s'était perdu en cherchant à regagner le Belfalas à la nage. Cette légende était bien connue à Dor-en-Erenil, le pays du prince, qui reçut très certainement son nom en la mémoire. Gil-galad of Lindon, je n'en sais strictement rien, je suis pas dans la série, je peux juste espérer qu'ils vont mettre Anarion, et Celeborn, et Celebrian, et Círdan, je peux juste espérer. Merci beaucoup Shrek.
Merci beaucoup, Slim. Ah ouais, mais non, mais j'ai que des livres de Tolkien. En fait, j'ai une bibliothèque là, j'ai une bibliothèque derrière moi. Tu vois pas, et j'ai plus de 300 ouvrages de Tolkien sur Tolkien, les livres en anglais qui sont pas encore traduits. Enfin bref, grande passionnée, je fais que ça de ma vie. Je fais que lire du Tolkien depuis plusieurs années. Combien? Plus de 300. D'ailleurs, un jour, tu pourras me dire comment déchiffrer une définition entre les différentes racines, les plurés, Konya, Sindarin et d'autres dans les étymologies? Oui, je pourrais un jour. Nimrodel, il y a un lien avec le Dol Amros et cette soi-disant parenté elfique des princes humains de cette partie du Rwanda. Donc, Dol Amroth, les princes viennent de Mitrelas. Mitrelas qui est une suivante de Nimrodel. Oui. C'est... Mais oui, je suis une grande passionnée. Si elle est passionnée de Star Wars, et ben moi, je suis une passionnée de Tolkien. Voilà. Oh, merci beaucoup, Slim Therapy. Merci beaucoup. Mais oui, voilà. Je suis passionnée par Tolkien. Comme si elle l'est de Star Wars. On a chacune notre domaine de prédilection et un amour profond. Et ça se ressent, je crois. Et c'est trop cool. À choisir, je suis plus Tolkien. Attends, tu as dit 300? Oui, je suis plus que 300. J'ai arrêté de compter à 250. Et depuis, j'ai reçu... c'est quoi le nom? Melestas. Non, c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est donc le couple elfe, femme et humain qui a donné les princes de Dol Amroth. C'est Mithrelath et Imrazor. Si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est une suivante de Nimrodel, il me semble. Voilà. On continue. Suit une brève explication des rapports entre Amroth, roi de la Lorienne, et la souveraineté de Celeborn et Galadriel en ce pays. Les gens de la Lorienne étaient, à l'époque, celle de la disparition d'Amroth, tels qu'ils se trouvèrent à la fin du Troisième Âge, des elfes sylvains par leur origine, mais gouvernés par des princes d'ascendance Sindarin, comme ce fut le cas dans le royaume de Thranduil, dans la partie nord de Grande Peur, bien qu'on ignore à ce jour si Thranduil et Amroth étaient apparentés. Toutefois, ils s'étaient beaucoup mêlés aux Noldor de langue Sindarin, venus eux par la Moria après la destruction de l'Eregion par Sauron en l'année 1697 du Deuxième Âge. À cette époque, Elrond s'installa dans l'ouest, sans doute une simple manière de dire qu'il ne franchit pas les montagnes de brume. Merci pour les follow. Et il fonda le refuge d'Imladris. Mais Celeborn se rendit d'abord en Lorienne et fortifia le pays contre toute nouvelle tentative de la part de Sauron de franchir le fleuve Anduin. Cependant, lorsque Sauron se retira au Mordor, et on dit ne songea plus qu'à conquérir l'Est, Celeborn s'en fut retrouvé Galadriel au Lindon. La Lorienne connut alors de longues années de paix, dans la discrétion, sous le gouvernement de son propre roi Amdir, et ce jusqu'à la submersion de Númenor et le brusque retour de Sauron en Terre du Milieu. Amdir répondit à l'appel pressant de Gil-galad, le conviant à rejoindre la dernière alliance, et il amena l'armée la plus considérable qu'il put rassembler, mais il fut tué à la bataille de Dagorlad, et avec lui presque tous ceux qui l'avaient suivi. Amroth, son fils, devint roi. Ce récit diffère, on le voit sensiblement, de celui donné dans le texte à propos de Galadriel et de Celeborn. Amroth n'y est plus le fils de Galadriel et de Celeborn, mais celui d'Amdir, un prince d'ascendance Sindarin. Le récit initial du rapport de Galadriel et Celeborn avec l'Eregion et la Lorienne semble avoir subi des modifications importantes, mais il est difficile de dire ce qui en aurait été retenu dans un récit mené à terme. Le rapport de Celeborn à la Lorienne remonte ici à un passé plus lointain, car dans À propos de Galadriel et Celeborn, il ne se rendit jamais en Lorienne durant le Deuxième Âge. Et nous apprenons ici que de nombreux elfes noldorines passèrent par la Moria pour gagner la Lorienne après la destruction de l'Eregion. Dans le premier récit, il n'est pas question de cela. La migration des elfes belériandiques en Lorienne survenant dans des conditions tout à fait pacifiques bien des années auparavant. De l'extrait que nous venons de donner, il ressort qu'après la chute de l'Eregion, Celeborn prit la tête du groupe qui immigra en Lorienne.
tandis que Galadriel rejoignait Gil-galad au Lindon. Mais ailleurs, dans un écrit de même date environ, il est dit explicitement qu'à l'époque, c'est ensemble qu'ils franchirent la Moria avec une suite importante d'exilés noldorines et séjournèrent de longues années en Lorien. Dans ces écrits tardifs, on ne trouve rien ni pour confirmer ni pour infirmer la suggestion que Galadriel ou Celeborn ait été en rapport avec la Lorien avant 1697. Et il n'est fait aucune autre allusion, hormis ce qui en est dit à propos de Galadriel et de Celeborn. À la révolte de Celebrimbor contre leur autorité en Eregion, ni au départ de Galadriel pour la Lorien à cette époque-là, et au pouvoir qu'elle aurait assumé là-bas, tandis que Celeborn serait resté en Eregion. Au surplus, les récits ultérieurs ne précisent pas clairement où Galadriel et Celeborn séjournèrent durant les longues années qui suivirent la défaite de Sauron en Eriador au Deuxième Âge. Du moins, n'est-il nulle part ailleurs question de leur présence prolongée à Belfalas. L'évocation du personnage d'Amroth se poursuit ainsi. Mais au cours du Troisième Âge, des pressentiments assaillirent Galadriel, et avec Celeborn, elle se rendit en Lorien, et y demeura longtemps auprès d'Amroth, s'attachant plus particulièrement à recueillir toutes les nouvelles et rumeurs touchant l'ombre qui gagnait sans cesse en forêt de grande peur, et la forteresse de Dol Guldur. Mais le peuple était satisfait d'Amroth, car il était plein de vaillance et de sagesse, et son petit royaume avait encore prospérité et beauté. C'est pourquoi, après maints voyages d'investigation en Rhovanion, depuis le Gondor et les confins du Mordor, jusqu'à Thranduil dans le nord, Celeborn et Galadriel franchirent les montagnes et regagnèrent Imladris. Et ils y vécurent de nombreuses années, car Elrond était leurs parents, ayant épousé leur fille Celebrian au début du Troisième Âge, en l'année 1009 selon le compte des années. Après le désastre de la Moria en l'année 1980 et les malheurs de la Lorien endeuillée de son roi, car Amroth était noyé dans la baie de Belfalas et il ne laissait pas d'héritier, Celeborn et Galadriel revinrent en Lorien, et leur peuple leur fit noble accueil, et ils y séjournèrent tant que dura le Troisième Âge, mais ils n'assumèrent point le titre de roi ou de reine, car ils se voulaient, dirent-ils, seulement les gardiens de ce petit royaume si beau, avant-poste des elfes dans l'Est. Il existe d'ailleurs une autre référence à leur déplacement au cours de ces années. À Slime Therapy, si tu veux, j'ai fait une longue vidéo sur les Balrogs sur ma chaîne Les Échos d'Imladris. Donc si vous voulez, en dessous, j'ai le lien de ma chaîne YouTube que je tiens avec Elrohir. Et on fait des vidéos lore, mais sur la vie de Tolkien, ses inspirations, mais aussi des vidéos vraiment 100% tournées sur le légendaire. On a fait une longue vidéo sur les Nazgûl. Sur les Balrogs. Sur les Nazgûl, je ne sais pas encore. Prochaine... un thème que vous devriez voir arriver dans les prochains mois, c'est le roi sorcier d'Angmar, ça c'est sûr. Parce que j'ai dans ma tête ma vidéo sur le roi sorcier d'Angmar pour le moment. Enchantée en tout cas, moi aussi. Et merci à tous ceux qui viennent d'arriver et qui m'écoutent. Celeborn et Galadriel revinrent par 2 fois en Lorien avant la dernière alliance et la fin du Deuxième Âge. Et au cours du Troisième Âge, lorsque l'ombre renaissante de Sauron s'éveilla, ils y séjournèrent encore longtemps. Galadriel, dans sa sagesse, comprit que la Lorien fournirait une place forte en un lieu de pouvoir pour empêcher l'ombre de franchir l'Anduin lors de la guerre qui viendrait inévitablement avant que cette ombre ne soit une nouvelle fois vaincue, si cela se pouvait. Mais cela exigeait une autorité plus forte et plus judicieuse que n'en possédait le peuple sylvain. Cependant, ce ne fut qu'après le désastre de la Moria, lorsque par des moyens que n'eût pu prévoir Galadriel, les forces de Sauron eurent bel et bien franchi l'Anduin, et tandis qu'un âpre péril menaçait la Lorien, dont le roi était perdu et dont le peuple fuyait, désertant le pays et le livrant à l'occupation des orques, seulement alors Galadriel et Celeborn s'installèrent de manière permanente en Lorien et y assumèrent le pouvoir.
Mais ils ne prirent pas le titre de roi ou de reine et ne se voulurent que les gardiens du pays qui, sous leur protection, devaient rester inviolés. La guerre de l'anneau. Le roi sorcier Harry Potter. Tu es un Istar, Harry. Il y a des choses où je suis bien content que Peter Jackson nous ait montré des trucs que Tolkien avait un peu oublié, la prise des encarts par les suite. Oh, mais il y a des trucs que Peter Jackson a très bien fait. Faut que je recommence le livre, ça fait un moment maintenant. Les lettres, c'est la Bible. Romestamo, c'est la Bible. Dans une autre discussion étymologique qui date de la même période, une explication est donnée du nom d'Amroth, un nom évoquant la vie du roi sur un haut talan ou flète, les plateformes de bois construites tout en haut des grands arbres de la Lothlórien où vivaient les Galadrim. Le mot signifierait grimpeur au péché ou juché. Il est précisé ici que l'usage de vivre dans les arbres n'était pas coutumier aux elfes sylvains en général, mais s'était développé en Lórien en raison de la nature et de la disposition du terrain. Un plat pays dépourvu de pierres de bonne qualité, sinon pour celles qu'on devait aller extraire des montagnes à l'ouest et qu'il fallait charrier péniblement le long de l'Argentine. La principale richesse de la Lórien résidait en ces arbres, vestiges de grandes forêts des jours anciens. Mais même en Lórien, la vie dans les arbres n'était pas une pratique partagée par tous, et les télaïnes ou flètes étaient à l'origine ou des refuges utilisés en cas d'attaque, ou alors le plus souvent des postes d'observation, surtout pour ceux installés à la cime des grands arbres d'où la vue perçante des elfes pouvait surveiller les alentours et les lointains. Car après la fin du premier millénaire du Troisième Âge, la Lórien était devenue un pays aux aguets, et depuis la fondation de Dol Guldur à grande peur, Amroth vivait dans une inquiétude grandissante. Merci beaucoup Slim Therapy. C'est dans un flète, un poste d'observation de ce genre utilisé par les guetteurs des marches septentrionales, que Frodo passa la nuit. La demeure de Celeborn à Carath Galadon était de même type. Le flète le plus haut de tous, si haut que la fraternité de l'anneau ne pouvait le voir, est le point culminant du pays. Autrefois, le flète d'Amroth à la cime du grand tertre ou colline de Ker et Famroth, construit par le labeur des mains multiples, était le plus élevé de tous et destiné principalement à surveiller Dol Guldur sur l'autre rive de l'Anduin. La conversion de ce Télaïn en habitation permanente ne devait venir que plus tard, et cet usage se limitait à Caras Galadon. Mais Caras Galadon était en soi une forteresse, et quelques-uns seulement des Galadrim habitaient en son sein. Vivre dans ces hautes habitations fut certainement jugé au début chose très singulière, et Amroth fut sans doute le premier à s'y hasarder, et il tint probablement son nom, le seul dont se souvient la légende, du fait de vivre dans un talan au perché. Une note appendue au mot Amroth fut sans doute le premier à s'y hasarder, précise « À moins que ce ne soit Nimrodel, mais ses motifs étaient différents. Elle aimait les eaux vives et les rapides de la Nimrodel, dont elle souffrait d'être éloignée. Mais les années allaient s'assombrissant, et la rivière se trouvait trop proche des confins nord, dans une partie du pays où ne s'attardaient plus guère les Galadrim. C'est peut-être grâce à elle qu'Amroth fut pris de l'idée d'habiter tout en haut d'un flète. » Revenons à la légende d'Amroth et de Nimrodel, donnée ci-dessus pour nous demander mais quel était le havre du sud où Amroth attendit la venue de Nimrodel et où, lui dit-il, s'était réfugié nombre de son peuple des années auparavant. Dans deux passages du Seigneur des Anneaux portent sur ce point. L'un figure dans la Fraternité de l'Anneau, où Légolas, après avoir chanté la complainte d'Amroth et de Nimrodel, parle de la baie de Belfalas, d'où les elfes de Lórien prirent la mer. L'autre se trouve dans le Retour du roi, où Légolas, considérant le prince Imrail de Dol Amroth, meilleur perso du Seigneur des Anneaux, voit qu'il est assurément un homme qui avait du sang elfique dans les veines, et il lui dit « Il y a longtemps que les gens de Nimrodel ont quitté les bois de Lórien, mais l'on peut voir encore aujourd'hui que tous n'ont pas quitté le havre de Amroth pour faire voile vers l'ouest. » À quoi le prince Imrail répond « C'est ce qu'on dit
dans la tradition de mon pays. Des notes tardives et fragmentaires apportent quelques éclaircissements. Ainsi, lors d'une discussion sur les rapports politiques et linguistiques en terre du milieu, datant de 1969 ou plus tard, il est brièvement dit qu'au temps des premiers établissements fondés par les premières colonies de Númenor sur les rives de la baie de Belfalas, celle-ci était encore pratiquement pas déserte. Sinon pour un havre et une petite colonie d'elfes au sud du confluent du Morthond et du Ringlo, c'est-à-dire juste au nord de Dol Amroth. Selon les traditions de Dol Amroth, cette petite colonie avait été fondée par des Sindar, navigateurs venus des havres occidentaux du Beleriand, et qui avaient pris la fuite des 3 petits navires lorsque la puissance de Morgoth triompha des Eldar et des Atani. Mais par la suite vinrent les renforcer des elfes sylvains, aventuriers qui, errant en quête de la mer, avaient descendu le cours de l'Anduin. Les elfes sylvains, comme on le note ici, ne furent jamais complètement délivrés d'une certaine agitation et d'un languir de la mer qui, par moments, incitait certains d'entre eux à abandonner leur foyer pour vagabonder au loin. Pour faire le lien entre le récit des 3 petits navires et les traditions rapportées dans le Silmarillion, il nous faudrait probablement voir dans les elfes en question des rescapés de Brythombar ou d'Eglarest, les havres du Falas, sur la côte ouest du Beleriand, qui auraient échappé à la destruction de ces ports au lendemain des Nirnaeth Arnoediad. Círdan et Gil-galad se réfugièrent quant à eux sur l'île de Balar, tandis que les équipages de ces 3 navires descendirent la côte plus au sud, poussant jusqu'à Belfalas. Mais une version tout autre faisant de la fondation de ce port elfique un événement beaucoup plus tardif figure dans un fragment inachevé sur l'origine du nom Belfalas. Il y est dit que si l'élément Bel est certainement dérivé d'un nom pré-nouménorien, il est néanmoins d'origine sindarine. La note s'interrompt avant qu'on en sache plus long sur Bel, mais la raison alléguée de ses origines sindarines est la suivante. Il y avait au Gondor un phénomène restreint mais significatif et de type assez exceptionnel, une colonie eldarine. Lorsque le Thangorodrim fut jeté bas, les elfes du Beleriand qui ne prirent pas la Grande Mer ou ne s'installèrent pas au Lindon s'en allèrent à l'aventure par-delà les montagnes bleues jusqu'en Eriador. Mais il y aurait eu un groupe de Sindar qui, semble-t-il, au début du 2e âge, aurait gagné le sud. Il s'agissait de rescapés du Doriath qui avaient gardé rancune au Noldor et, après s'être installés quelque temps au Havre Gris, où ils apprirent l'art de la construction navale, les années passant, ils s'en allèrent en quête d'un lieu pour s'y établir à leur guise et s'installèrent finalement à l'embouchure du Morthond et s'y trouvait déjà un port de pêche rudimentaire. Mais à la vue des Eldar, les pêcheurs se réfugièrent dans les montagnes. Merci pour Imrail, meilleur perso. Dans une note écrite en décembre 1972, ou même plus tard, et qui représente l'un des derniers écrits de mon père au sujet de la Terre du Milieu, il est question du sang elfique qui persiste chez les hommes, observable dans l'aspect glabre de ceux qui ont une telle ascendance, un trait caractéristique des elfes étant cette absence de barbe. Merci pour le follow. Merci beaucoup, Freya. Il est précisé ici à propos de la maison princière de Dol Amroth que, d'après ses propres légendes, cette lignée était marquée par son sang elfique. Ceci en référence à la conversation entre Legolas et Imrail dans Le Retour du Roi, cité plus haut. Si vous avez suivi ça, ça veut dire que Aragorn ne devrait pas avoir de barbe, et théoriquement Boromir et Faramir non plus, puisque de par leur mère, ils descendent des princes de Dol Amroth. Donc, Aragorn, Boromir, Faramir, vous devriez leur enlever leur barbe. Justement, ça me rappelle d'une lettre, je crois, une conversation sur la femme avec son fils, et j'ai dit sa façon de les mettre un peu sur un piédestal. Oui. Comme le montre la référence que fait Legolas à Nimrodel, il y avait un ancien port elfique aux environs de Dol Amroth et une petite colonie d'elfes sylvains originaires de Lorien. La légende de la lignée princière voulait que l'un des premiers ancêtres était pour épouser... Merci beaucoup Freya pour
Merci beaucoup pour le raid avec 19 spectateurs. Bienvenue tout le monde. Je suis en pleine lecture de Contes et légendes inachevées de Tolkien. Voilà, je lisais le chapitre qui s'appelle sur l'histoire de Celeborn et Galadriel. Voilà. Alors, Freya, je ne sais pas ce que tu faisais sur ta chaîne, mais n'hésite pas à nous dire. C'était peut-être de la broderie. Je crois, je vois ça sur Twitch chat. C'était... Qu'est-ce que tu brodais de beau alors? Et bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on était en pleine discussion étymologique de Dol Amroth, qui est pendant les événements du Seigneur des Anneaux. Voilà, le royaume et surtout la cité princière de Dol Amroth, qui est une grande zone du Gondor, dont le prince Imrahil intervient au Gondor, aux côtés d'Aragorn, notamment dans Le Retour du Roi, mais qui sont évincés malheureusement des films de Peter Jackson. Un petit jacalope en ce moment. Oh, j'adore la broderie en vrai. Je me rappelle avoir acheté un livre de broderie pour faire des fleurs, je trouve ça super beau, mais j'ai jamais pris le temps. Je suis trop dans mes livres. Je lis trop Tolkien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le raid, ça fait plaisir. C'est le prince Imrahil qui aperçoit qu'Éowyn est vivante, je crois. Oui, dans mes souvenirs... Attends, est-ce qu'il l'aperçoit bien ? C'est vague, ça fait quelque temps que j'ai plus le Seigneur. Je ne lis plus que le Seigneur des Anneaux par bout pour le moment. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, hein, je ne lis que par bout. Il faudrait vraiment qu'un jour je me pose et que je relise tout. Bah, peut-être que je le ferai en stream, tiens. Si ça vous dit. On arrive bientôt à un nouveau chapitre, attention. Donc, dans certaines versions, on donnait la lignée princière et l'arrivée donc d'une dame elfe, une dame des elfes dans la lignée princière, que ça venait de Nimrodel en personne. Dans d'autres récits plus probables, la dame en question aurait été une compagne de Nimrodel qui se serait égarée dans les vallées des montagnes. Voilà. Cette dernière version apparaît sous forme plus détaillée dans une note appendue à une généalogie non publiée de la lignée des princes de Dol Amroth, remontant à Angelimir, le 20e prince, père d'Adraïl, père lui-même d'Imrahil, prince de Dol Amroth, à l'époque de la guerre de l'anneau. Selon la tradition de sa maison, Angelimir était le 20e de la lignée descendant directement de Galador, premier seigneur de Dol Amroth, vers les années 2004 et 2129 du Troisième Âge. Toujours selon cette tradition, Galador était le fils d'Imrazor le Núménoréen, qui vécut à Belfalas, et de la dame elfe Mithrelas. Elle était une des compagnes de Nimrodel et l'un des nombreux elfes à fuir vers la côte aux environs de l'année 1980 du Troisième Âge, lorsque le mal s'aviva en Moria. Et Nimrodel et ses compagnes errèrent dans les collines boisées ou s'égarèrent. Mais dans le présent récit, on apprend qu'Imrazor offrit refuge à Mithrelas et l'épousa. Mais lorsqu'elle lui eut donné un fils Galador et une fille Gilmith, elle se déroba dans la nuit et plus jamais il ne devait la revoir. Bien que Mithrelas appartint au peuple moins noble des elfes sylvains et non point aux elfes ou elfes gris, on a toujours considéré que la maison et la famille des seigneurs de Dol Amroth étaient de sang noble, tout comme ils étaient de belle apparence et de bel esprit. Alors on va passer sur le sous-chapitre, voilà. L'Elessar. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, mais Elessar, c'est le nom de couronnement d'Aragorn, mais c'est surtout le nom d'une pierre elfique. Et on va voir son histoire juste ici. Le modo d'Elro. Oui, Elessar. Coucou Noldor Nador. Tu sais qu'Elessar est aussi modérateur chez moi? J'aime bien ce passage de l'Elessar, moi aussi. Allez, c'est parti. Dans les récits inédits, on ne trouve guère plus concernant l'histoire de Celeborn et Galadriel, sinon un manuscrit de 4 pages intitulé L'Elessar. Il s'agit d'un tout premier jet, mais qui comporte quelques corrections au crayon. Il n'en existe aucune autre version. Le voici très légèrement revu et corrigé aux fins de publication.
Vivait à Gondolin un orfèvre du nom d'Enerdil, le plus fameux en son art parmi les Noldor après la mort de Fëanor. Enerdil aimait tout ce qui avait verte croissance, et la lumière du soleil à travers les frondaisons lui procurait la plus grande des joies. Et en son cœur, il résolut de façonner un joyau où serait emprisonnée la claire lumière du soleil, mais qui aurait lui-même la verdeur du feuillage. Et il fabriqua la chose. Et les Noldor eux-mêmes s'en émerveillèrent, car on dit que ceux qui regardaient par le travers de cette gemme voyaient se régénérer tout ce qui était flétri ou consumé, comme s'ils avaient retrouvé la grâce de leur jeunesse et que les mains qui touchaient la pierre apportaient guérison de tout maux ou autre chose. Merci Elotu pour le follow, merci beaucoup. Et Enerdil fit don de ce joyau à Idril, la fille du roi, et elle le porta sur son sein, et ainsi échappa-t-il à l'incendie de Gondolin. Et avant de prendre le large, Idril dit à Eärendil, son fils, « Je te laisse les Lessar, car il y a d'âpres maux en terre du milieu que tu auras peut-être à guérir, mais tu ne le dois le confier à personne d'autre. » Et en effet, au havre du Sirion, il y avait bien des blessures à panser, et chez les elfes et chez les hommes, et même chez les animaux qui fuyaient jusque-là la terreur du Nord. Et tant qu'Eärendil y séjourna, ils s'amendèrent et prospérèrent, et pour un temps tout y fut verdoyant et charmant. Mais lorsqu'Eärendil entreprit ses grands voyages en mer, il emporta sur sa poitrine les Lessar, car dans sa quête une idée ne cessa jamais de le guider. Peut-être lui adviendra-t-il de retrouver Idril, et ses premiers souvenirs de la terre du milieu étaient la verte pierre brillant sur son sein lorsqu'elle se penchait, chantant au-dessus de son berceau, et que Gondolin était encore en sa fleur, et ainsi disparut l'Elessar, car Eärendil ne revint jamais plus en terre du milieu. Les âges passèrent et il y eut de nouveau une Elessar. Et de ces choses, il y a deux opinions, mais laquelle est la vraie, seuls les sages le pourraient dire, qui à présent s'en sont allés. Car il y en a qui disent que le second joyau n'était que le premier revenu parmi eux, par grâce spéciale des Valar, et qu'un certain Olorin, connu en terre du milieu sous le nom de Mithrandir, c'est Gandalf, l'avait ramené avec lui du pays de l'Ouest. Et voici qu'Olorin vint auprès de Galadriel qui vivait à présent sur les ramées de Verbois le Grand, et ils eurent un long entretien. Car les années de son exil commençaient à peser lourdement sur la Dame des Noldor, et elle se languissait des siens et des terres bénies de sa naissance, et cependant elle n'était pas prête à abandonner la terre du milieu. Phrase changée en « mais elle n'était pas encore autorisée à quitter la terre du milieu ». Et lorsque Olorin eut donné quantité de nouvelles, elle soupira et dit « Je me chagrine en terre du milieu, car les feuilles tombent et les fleurs se fanent, et mon cœur se languit au souvenir des arbres et des fleurs qui ne meurent point. Et je les voudrais ainsi au lieu où je demeure. » Lors Olorin dit « Est-ce donc les Lessar que tu souhaiterais avoir ?» Et Galadriel dit « Où est la pierre d'Eärendil à présent ? Et Enerdil n'est plus qui la fabriqua. » « Comment savoir ?» dit Olorin. « Ils s'en sont allés outre-mer, assurément, » dit Galadriel, « comme presque toutes les œuvres de beauté. Et la terre du milieu, doit-elle donc se flétrir et périr à jamais ? » Tel est son destin, dit Olorin, « et cependant, un temps encore, on pourrait y remédier si les Lessar revenaient, quelque temps encore, jusqu'à ce que viennent les jours des hommes. »« Si, mais comment cela se pourrait-il ?» dit Galadriel. Car les Valar se sont à présent retirés de la terre du milieu, et elle est bien loin de leurs pensées, et l'ombre s'abat sur tous ceux qui y restent attachés. « Ce n'est pas vrai, » dit Olorin. « Leurs yeux ne sont pas voilés, ni leur cœur endurci. Et en veux-tu la preuve ?» Et il lui tendit l'Elessar, et elle la contempla et s'émerveilla. Et Olorin dit « Je t'apporte ceci de la part de Yavanna. Usant à ta guise et durant un temps, tu feras du pays que tu habites le plus radieux séjour de la terre du milieu. Mais elle n'est pas livrée en ta possession, et lorsqu'il sera temps, tu la feras tenir en d'autres mains, car avant que tu ne
Mais avant que tu ne te lasses enfin et ne quittes à jamais la terre du milieu, viendra quelqu'un à qui tu la remettras. Et son nom sera celui-là même de la pierre. Il se nommera Elessar. Dans l'autre récit, on lit « Au temps jadis, avant que Sauron ne trompât les forgerons de l'Eregion, Galadriel vint, et elle dit à Celebrimbor, le chef des elfes forgerons, « Je me chagrine en terre du milieu, car les feuilles tombent, et leurs fleurs que j'ai aimées se fanent, si bien que le pays de ma demeure est plein de regrets qu'aucun printemps ne peut guérir. Comment en serait-il autrement pour les Eldar, s'ils ne peuvent se détacher de la terre du milieu, dit Celebrimbor. Et t'en irais-tu donc outre-mer ? Non, dit-elle, Angrod est parti, Aegnor est parti, et Felagund n'est plus. Donc ça, ce sont les 3 frères de Galadriel. Des enfants de Finarfin, je suis la dernière, mais mon cœur n'a point perdu sa fierté. Quel mal a donc fait la maison dorée de Finarfin qu'il me faille encore solliciter le pardon des Valar ou me satisfaire d'une île parmi les flots de la mer, moi, dont la terre natale était Aman la bénie, ici, j'ai puissance plus grande. Et que souhaites-tu donc ? dit Celebrimbor. Je désirais que les arbres et l'herbe qui m'environnent ne meurent point. Ici dans ce pays qui est mien, répondit-elle. Et qu'est-il advenu de l'art des Eldar ? Et Celebrimbor dit, où donc à ce jour se trouve la pierre des Arendil ? Et Enerdil qui la façonna n'est plus. Ils ont passé outre-mer, dit Galadriel, comme presque toutes les choses qui étaient belles. Mais la terre du milieu doit-elle donc se flétrir et périr à jamais ? Tel est, je le crois, son destin, dit Celebrimbor. Mais tu sais que je t'aime, bien que tu aies choisi Celeborn des armes, et que par amour pour toi, je ferai ce que je peux, si la chance veut que mon art puisse atténuer ton chagrin. Ah, il y a Celebrimbor qui dit littéralement que sa cousine, il l'aurait bien épousée. Mais il ne dit point à Galadriel qu'il avait lui-même vécu à Gondolin dans un passé lointain, et qu'il avait été l'ami d'Enerdil lui-même, bien qu'en presque toute chose, son ami le surpassa. Et si ça n'avait été pour Enerdil, Celebrimbor aurait eu bien plus grand renom. C'est pourquoi il fit réflexion et entreprit un travail long et délicat. Et il créera ainsi pour Galadriel sa plus belle œuvre, hors les 3 anneaux. Et on dit que le vert joyau qu'il façonna était plus subtil et plus translucide que celui d'Enerdil, mais que son éclat était moins puissant. Car si le joyau d'Enerdil irradiait la lumière du soleil dans sa jeunesse, bien des années avaient déjà passé lorsque Celebrimbor se mit au travail. Merci pour le follow, William Stark. Et nulle part en terre du milieu, la lumière avait gardé son éclat d'autrefois, car si Morgoth avait été rejeté dans le néant et ne pouvait plus revenir, sa lointaine ombre planait toujours, et cependant, rayonnante était l'Elessar de Celebrimbor, et il l'enchâssa dans une grande broche d'argent à la semblance d'un aigle qui déploie ses ailes pour prendre son envol. Et dès lors, lorsqu'elle déteint l'Elessar, toute chose s'embellit autour de Galadriel, et cela jusqu'à la venue de l'ombre dans la forêt. Mais par la suite, Celebrimbor lui ayant mandé Nenya, le principal des 3 anneaux, elle pensa n'en avoir plus l'usage. Et elle en fit don à Celebrian, sa fille, et ainsi la pierre passa-t-elle aux mains d'Arwen et d'Aragorn, qu'on appelle Elessar. Et voici la fin. L'Elessar fut fabriqué à Gondolin par Celebrimbor et vint ainsi en la possession d'Eidril puis des Arendil, et celui-là disparut. Mais le second Elessar fut aussi fabriqué par Celebrimbor en Eregion à la requête de la dame Galadriel qui l'aimait d'amour. Et la pierre n'était pas soumise à l'unique, car elle fut façonnée avant que Sauron ne se réveillât. Ce récit s'accorde par certains points avec l'autre récit à propos de Galadriel et Celeborn, et fut probablement écrit à peu près à la même époque, ou un peu avant. Celebrimbor est ici aussi donné pour un orfèvre de Gondolin plutôt que pour un Féanorien. Et il est dit de Galadriel qu'elle ne voulait pas quitter la terre du milieu, bien que le texte ait subi des remaniements par la suite, et qu'il y soit introduit la conception de l'interdit,
et que plus loin dans le récit, Galadriel évoqua le pardon des Valar. Enerdil ne figure dans aucun autre écrit, et les mots de conclusion montrent que Celebrimbor devait prendre sa place en tant qu'artisan de l'Elessar à Gondolin. De l'amour de Celebrimbor pour Galadriel, il n'est question nulle part ailleurs. D'ailleurs, d'après à propos de Galadriel et Celeborn, on peut supposer qu'il vint en Eregion avec eux. Mais de ce texte, comme dans le Silmarillion, Galadriel rencontre Celeborn d'Oriath, il est difficile de comprendre le sens des paroles de Celebrimbor, bien que tu aies choisi Celeborn des arbres. Obscure également est la référence à Galadriel vivant sous les frondaisons de Verbois le Grand. On pourrait y voir une manière vague, jamais attestée d'ailleurs, de désigner les bois de la Lorienne sur l'autre rive de l'Anduin. Mais la venue de l'ombre dans la forêt renvoie très certainement à la montée en puissance de Sauron à Dol Guldur. Épisode qui, dans l'appendice A du Seigneur des Anneaux, est intitulé « L'ombre dans la forêt ». On pourrait en conclure qu'à une certaine époque, Galadriel avait exercé ses pouvoirs sur les parties sud de Verbois le Grand. Merci pour le follow. Ce qui semble être confirmé dans À propos de Galadriel et Celeborn, où on lit que le royaume de la Lorinand s'étendait jusqu'aux rives boisées du grand fleuve, englobant la région où devait s'élever par la suite Dol Guldur. Une même conception apparaît sans doute en filigrane dans les appendices B du Seigneur des Anneaux, dans la note liminaire au compte des années du Deuxième Âge, tel qu'il a été publié dans la première édition. De nombreux Sindar passèrent à l'est et quelques-uns fondèrent des royaumes dans les lointaines forêts. Le principal d'entre eux fut Thranduil, dans le nord de Verbois le Grand, et Celeborn au sud de la forêt. Dans l'édition définitive, la remarque concernant Celeborn est omise et remplacée par une référence à son séjour au Lindon. Enfin, on fera observer que le pouvoir guérisseur imputé ici à l'Elessar au havre du Sirion est, dans le Silmarillion, attribué au Silmaril. Voilà. Coucou Tom Bombadil, comment ça va? Alors après, il y a plein de notes, c'est des petites notes et des appendices sur le texte, mais je vais pas les lire. Mais voilà, on aura lu toute la partie sur l'histoire de Celeborn et Galadriel et d'Amroth, roi de la Lorienne, dans Contes et légendes inachevées de Tolkien. Alors, peut-être que la prochaine fois, je vous lirai un truc qui se passe au Troisième Âge. Genre la traque de l'anneau, enfin la quête de l'anneau. Ou l'expédition d'Erebor. Ça vous dirait que la prochaine fois, on me dise l'expédition d'Erebor? Et j'étais en train de voir le retour du roi. Ah, et ben moi, je viens de terminer ma lecture de l'histoire de Celeborn et Galadriel. C'était trop cool. Bah, prochaine fois, c'est faire les chapitres et après on fera un du premier âge puisque j'ai fait un du deuxième âge, on fera un du troisième âge et puis après on fera un du premier âge et je vous lirai le de Tuor et de sa venue à Gondolin. Un Tuor meilleur humain meilleur humain du légendaire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était inédit, c'est la première fois que je lis en live. Du coup, bonne soirée tout le monde. Promenez-vous bien en terre du milieu et on se revoit bientôt.